Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau webinaire présenté par EuroApp Mobility. Comme vous le savez, nous organisons un webinaire par mois pour créer le débat autour de la mobilité européenne des apprentis et stagiaires de la formation professionnelle. Ce webinaire est le dernier de l'année scolaire. Nous vous donnerons rendez-vous en octobre pour un autre webinaire. Et d'ici là, nous vous donnons surtout rendez-vous en septembre pour les états généraux de la mobilité des apprentis, un grand événement organisé par EuroApp Mobility sous le haut patronage de M. Emmanuel Macron, président de la République. Vous avez certainement reçu, pour la majeure partie d'entre vous, les invitations hier, mais n'hésitez surtout pas à revenir vers nous. Vous pouvez vous inscrire sur place ou en ligne. Il y a deux possibilités. Vous pourrez suivre toutes les conférences et tous les ateliers sur nos réseaux sociaux ou venir sur place au Conservatoire national des arts et métiers pour suivre l'événement. Pour commencer donc aujourd'hui, la thématique qui nous rassemble, c'est l'ouverture internationale qui mène finalement vers l'excellence. Et pour répondre à cette question, je suis entourée aujourd'hui de 5 acteurs majeurs de la formation professionnelle. Et je vous propose dans un premier temps, chers invités, de vous présenter. Commençons par João Santos. Bonjour João. Bonjour à tous, je m'appelle João Santos, je travaille à la Commission européenne à Bruxelles et je m'occupe de la politique européenne pour la formation professionnelle et aussi de la vision stratégique pour le programme Erasmus dans la formation professionnelle. Merci João. Bonjour Aurélia Ruech. Bonjour. Aurélia Ruech, donc je suis directrice des relations internationales pour WorldSkills France, qui est une association qui promeut la formation professionnelle par un moyen unique que sont les compétitions de métiers, qui sont de véritables accélérateurs de formation, de carrière, de réseau pour les jeunes. Et on est aussi chargé de créer, de mettre sur pied l'équipe de France des métiers. Et on a la chance, je crois, parmi nous aujourd'hui, d'avoir un athlète des métiers qui a représenté la France au niveau mondial. Voilà. Et bien transition, bonjour Vlad Croix-Peroux. Bonjour à tous, du coup moi c'est Vlad Croix-Peroux, candidat au WorldSkills en France, du coup ancien candidat à WorldSkills 15 ans et puis du coup futur candidat pour les EuroSkills à Graz au mois de septembre. Du coup. Et dans quel domaine, Vlad? Dans le métier de carreleur. Très bien, merci d'être ici Vlad. Bonjour Pauline Grindorge. Bonjour, alors du coup, voilà, je me présente, c'est une Grindorge. Donc moi, je fais partie des compagnons de devoir. Je suis dans la session de la maroquinerie et j'ai fait je suis partie un an en Angleterre en 2018-2019 au cours de ma formation chez les compagnons. Merci Soline. Et enfin, Jean Arthuis. Bonjour Jean Arthuis. Bonjour à tous. Heureux de vous retrouver. EuroApp Mobility est un accélérateur de mobilité des apprentis en Europe. Parce que nous voulons démontrer qu'Erasmus, c'est aussi pour les apprentis. Et je suis heureux de retrouver aujourd'hui João Santos, parce que lorsqu'hier j'étais député européen, nous avons conduit un projet pilote pour expérimenter la mobilité longue des apprentis en Europe. Et nous avons vu que ça n'était pas si simple, qu'il y avait des obstacles, que ces obstacles, nous devons les faire disparaître et donner envie aux apprentis, aux chefs d'entreprise, aux maîtres d'apprentissage, aux centres de formation d'apprentis, de promouvoir l'apprentissage et la mobilité. Ce que nous voulons, c'est coupler l'apprentissage, qui est sûrement l'une des voies royales vers l'employabilité, avec la mobilité, l'ouverture internationale et le couplage de l'apprentissage et de la mobilité en Europe, c'est assurément une façon de dessiner le chemin de l'excellence pour la formation professionnelle. Merci Jean Arthuis et merci à tous d'être présents aujourd'hui. Chers internautes, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous y répondrons à la fin du live. Commençons donc par la première partie de cette émission. Donc, comme je vous ai dit aujourd'hui, nous allons nous parler de l'ouverture internationale, mais au sens large. C'est vrai que EuroApp Mobility a l'habitude de parler de mobilité européenne, donc d'une expérience Erasmus. Aujourd'hui, pour le dernier live de la saison, nous avons fait le choix de présenter l'écosystème de l'ouverture internationale au sein de l'apprentissage qui se traduit sous plusieurs formes. Puisque ce sont les jeunes finalement qui en parlent le mieux de cette mobilité, de cette ouverture internationale, Soline, je me tourne vers vous pour commencer. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la mobilité que vous avez faite en Angleterre?
Oui. Alors moi, du coup, comme je vous disais, je suis partie donc avec les compagnons du devoir. Donc, ce qui est bien avec les compagnons, c'est qu'ils ont un partenariat avec Erasmus et donc tout est pris en charge. On n'a pas à s'occuper des dossiers ou quoi que ce soit. Donc, on part généralement avec, déjà, on a une entreprise qui nous attend sur place. Moi, ce n'était pas encore le cas. Et en fait, du coup, on arrive en Angleterre, on a 3 semaines de cours de langue pour se remettre un peu dans le bain et on est logé avec des familles d'accueil, enfin, dans des familles d'accueil. Et après ces 3 semaines-là, du coup, on est censé du coup avoir une entreprise et trouver un logement. Et donc après, on reste du coup une année. Généralement, on part fin juillet et on travaille du coup en tant que salarié. On n'a pas d'école à côté en fait pendant un an. Et voilà. Et après, on rentre en juillet et on retourne chez les compagnons. Et comment ça s'est passé pour toi? Du coup, tu travaillais dans quel type d'entreprise? Qu'est-ce que ça t'a appris finalement de partir en Angleterre? Alors moi, du coup, comme je vous dis, je suis dans la maroquinerie du coup depuis 6 ans. Et donc, c'était à peu près au milieu de mon parcours. Donc, j'avais déjà 3 ans de métier dans la maroquinerie. Et donc, je recherchais une entreprise de maroquinerie du coup en Angleterre. Et j'ai trouvé une entreprise qui fabrique des sacs en lance à incendie de pompiers. Donc, qui était vachement dans tout ce qui est recyclage des matériaux, du cuir. Il y avait des dons avec des grandes marques. Donc, j'ai beaucoup appris cette année-là justement sur déjà leur technique de maroquinerie et comment du coup transformer cette matière-là et comment l'utiliser comme du cuir en fait au final. Et ça m'a ouvert l'esprit sur beaucoup de choses, le mode de vie et puis la gestion du travail aussi et la vision du travail qui est complètement différente qu'en France. Ça t'a inspiré pour la suite de ton métier? Comment tu vois les choses maintenant? Oui, justement, du coup, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup appris et les patrons avec qui je travaillais ont été vraiment très, très ouverts d'esprit et m'ont laissé repartir du coup. Mais je me suis dit que soit à l'avenir, soit je retravaillerai dans cette entreprise-là ou alors en partenariat à ouvrir peut-être une boutique en France et travailler en partenariat avec eux et vendre leurs produits, mais peut-être, pourquoi pas, mes créations aussi. Et au niveau de l'anglais, comment ça s'est passé? Parce que du coup, tu disais que tu avais eu 3 semaines de cours. Quel était ton niveau d'anglais quand tu es arrivé là-bas? Alors, vraiment médiocre parce que du coup, c'était depuis le lycée, donc ça faisait déjà 4 ans que je n'avais pas parlé un mot d'anglais. Donc, j'avais beaucoup perdu et vraiment, les 3 semaines m'ont beaucoup appris, enfin, m'ont permis de me remettre dans le bain. Et donc, comme on est vraiment H24 avec des Anglais, on doit se débrouiller du coup pour les commerces, le bus, pour aller à l'école au CFA. Et du coup, en famille d'accueil le soir aussi, pour comprendre les horaires, les week-ends, qu'est-ce qu'on allait faire, parce qu'on avait un programme aussi les week-ends. Ça nous remettait vraiment bien. Et puis du coup, l'école, il y avait donc différents niveaux. On passait un test au début et du coup, on avait des cours en particulier avec notre niveau. Donc, il y avait des cours écrits, on avait tout écrit, oral, on avait des tests avec d'autres personnes qui venaient d'autres pays. Donc, au niveau de l'ouverture aussi, c'était sympa. On avait rencontré plein de jeunes qui venaient de partout dans le monde. Et voilà, et après ces 3 semaines-là, du coup, on est jeté dans le grand bain. Et c'est vrai que vous avez Oui, allez-y, Jean, je vous en prie. Est-ce que vous auriez apprécié de pouvoir suivre des cours pour compléter votre formation technique? Alors oui, je pense que ça m'aurait bien aidé parce que je me sentais me remettre dans le bain, ça c'était bon au bout de 3 semaines. Mais après, c'est vrai que avoir un suivi sur toute l'année, je pense que j'aurais progressé plus vite que moi-même. Après, c'est aussi, moi, je pense que j'aurais pu me prendre des cours particuliers en plus. Mais voilà, moi, je discutais du coup avec juste mes collègues et mon entourage, les amis que je me suis fait. Mais c'est vrai que des cours à côté, je pense, j'aurais progressé plus vite et plus rapidement dans la langue, en tout cas. C'est un peu le projet que nous avons, c'est qu'il y ait des partenariats entre des centres de formation qui sont en France et d'autres dans d'autres pays et que nos apprentis qui vont en mobilité à l'extérieur puissent alterner, comme en France,
entre des entreprises et des centres de formation. Je pense que c'est une bonne chose de perpétuer ça. Après, moi, je sais que pareil, chez les compagnons, du coup, on peut aller partout dans le monde. Et les cours de langue, c'est que dans l'Union européenne. Donc, c'est vrai que ça peut être aussi intéressant de voir sur différents pays les 3 semaines de cours vraiment pour apprendre parce qu'on peut aller n'importe où dans le monde. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas forcément les bases au niveau de la langue. C'est vrai, vous l'avez rappelé, Jean, la clé, c'est la création de partenariats entre CFA, entreprises, etc. C'est vrai que les compagnons bénéficient d'un réseau européen qui facilite aussi l'installation des mobilités. Mais justement, à ce sujet, je voudrais donner la parole à Joao Santos, qui va nous présenter un outil finalement mis en place par la Commission européenne. C'est l'initiative des centres d'excellence professionnelle. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet outil, Joao? Merci beaucoup. Peut-être je veux commencer pour remercier M. Jean Arthuis pour son soutien constant à des mesures visant à augmenter l'employabilité des jeunes, en particulier à travers des expériences de travail et de vie avec la mobilité partout en Europe. J'ai le plaisir de travailler avec M. Arthuis lorsqu'il était membre du Parlement européen et je suis heureux de voir que son approche proactive pour pousser la Commission européenne à agir pour offrir aux apprentis des opportunités de mobilité est aussi fort aujourd'hui comme par le passé quand il était membre du Parlement. Alors, la mobilité de longue durée des apprentis pose beaucoup plus de défis que la mobilité des étudiants d'enseignement supérieur ou même des autres étudiants de formation professionnelle. Parce que les apprentis, ils sont apprenants avec un contrat de travail, normalement, et dans lesquels les entreprises, pendant une période de 2 à 4 ans, ont l'espoir de former de nouveaux employés qui seront pleinement productifs pour contribuer à l'entreprise où ils ont ce contrat. Et les apprentis, normalement, ils ont un salaire, ils bénéficient de sécurité sociale et de soins de santé dans leur pays d'origine. Et parfois, quand ils vont en mobilité, ils perdent ces droits. Alors, c'est un frein, si vous voulez, pour aller en mobilité. Et en plus, parfois, quand ils reviennent dans son pays d'origine, ils n'ont pas un crédit pour cette expérience qu'ils ont eue dehors de son pays. Alors, on croit qu'il y a 3 niveaux de raisons pour lesquels c'est très difficile aller en mobilité des apprentis. La première, c'est qu'il y a des disparités de cadres juridiques pour les apprentis dans toute l'Union européenne. Et c'est un domaine difficile pour nous d'intervenir parce qu'on n'a pas les compétences par les traités pour intervenir dans ce domaine. La deuxième raison est le manque de connaissances et de confiance mutuelle entre les différents systèmes de formation professionnelle en Europe. Et je crois que la troisième est la méconnaissance par les entreprises et aussi par les apprenants des immenses bénéfices qui existent dans nos expériences de mobilité en Europe. Alors, je crois que la Commission prend beaucoup de mesures pour relever ce défi et le nouveau programme Erasmus+ comprend de nombreuses nouveautés au profit des apprenants en formation professionnelle, aussi que pour des apprentis qui veulent se lancer dans cette aventure pour élargir les horizons grâce à une expérience de mobilité à l'étranger. Et c'est important de dire que le programme Erasmus+ et son prédécesseur ont soutenu jusqu'à maintenant presque 2 millions d'apprentis, des apprenants de la formation professionnelle en Europe. 2 millions, ce n'est pas un petit numéro et je crois que la plupart des gens, ils ne savent pas ça. Dans le prochain programme Erasmus, celle qui a commencé en 2021, on a des ressources financières pour donner d'opportunités à des gens à 1,9 million, presque 2 millions. Alors, dans les prochaines 7 années, on a des ressources financières grâce aux États membres, bien sûr, au Conseil et au Parlement, qui ont mis une grande attention sur Erasmus+. Et alors, dans les prochaines 7 années, on va presque dupliquer toute
ça qu'on a fait depuis 1987. Alors, c'est un changement très important. Il faut dire que dans ces 2 millions d'élèves de la formation professionnelle qu'on a soutenus pendant ces dernières années, presque 200 000 sont des apprentis. Apprentis dans le sens que M. Jean Arthuis, normalement, parle des apprentis, des gens qui ont l'expérience de la formation professionnelle, soit sur l'entreprise, soit sur l'école. Alors, Joao, juste une précision, si vous permettez. Oui. Sur ces 200 000, quelle est la part de ceux qui sont partis plus de 3 mois en mobilité longue et ceux qui sont partis quelques semaines? Oui, alors, ça c'est un grand problème. Parce qu'en effet, vous avez tout à fait raison que la mobilité, ces 2 millions, les 2 millions d'élèves de la formation professionnelle, normalement, le temps qu'ils passent à l'étranger, c'est autour de 30 jours. Et seulement 7% vont pour une mobilité plus de 3 mois. Alors, de ces 2 millions, et pour les apprentis, c'est encore pire. C'est encore pire, pourquoi? Parce que les apprentis, si on voit la moyenne de tous les élèves de la formation professionnelle, comme j'ai dit, la moyenne c'est 30 jours et seulement 7% vont pour une période plus de 30 jours. Et pour les apprentis, c'est encore pire parce que les apprentis, la moyenne de mobilité, c'est autour de 20 jours et ceux qui vont pour une expérience de plus de 3 mois, c'est seulement 3%. Alors, pour nous, les apprentis sont des élèves de la formation professionnelle. Mais dans cette pacote des élèves de la formation professionnelle, on fait une distinction entre les apprentis et les autres. Les apprentis, pas seulement ils sont disponibles pour aller en mobilité, mais quand ils vont en mobilité, c'est pour une très courte durée. Mais je crois que les raisons sont très liées à les facteurs que j'ai mentionnés d'abord, parce qu'au contraire d'un élève de la formation professionnelle normale qu'il peut aller, ce n'est pas un problème, il n'est pas concerné par un salaire, il n'est pas concerné pour la sécurité sociale, parce qu'il n'y a pas, comme un élève normal de l'école professionnelle. Pour un apprenti, il doit penser à tout ça. Il doit penser qu'est-ce qui va arriver avec mes droits de pension et tout ça pendant que je suis dans cette période à l'étranger. Alors, je dirais que c'est compréhensible qu'il y a cette différence. Et c'est aussi compréhensible que vous pouvez imaginer, si vous êtes un entrepreneur, vous avez une petite entreprise et vous êtes là pendant 3 ans à aider la formation d'un élève, d'un apprenti, et à un certain moment, vous pensez de l'envoyer à un autre pays. Alors, pour vous, vous savez pas, si vous n'avez pas la connaissance exacte de qu'est-ce qu'il va faire dans l'autre pays, vous comprenez que c'est un peu pour l'entrepreneur, il pense, mais qu'est-ce qu'il va faire là? Est-ce que je suis sûr que l'expérience qu'il va apprendre dans un autre pays serve pour ma entreprise? Alors, ils ont beaucoup de doutes de ça. Il y a beaucoup de pédagogie qu'on doit faire pour les entreprises en Europe pour comprendre qu'il y a en effet des bénéfices, pas seulement linguistiques, d'ouverture des mentalités, de connaître la façon de faire les choses dans notre pays, mais on doit comprendre qu'il y a des défis qu'on doit travailler pour être sûr qu'on réponde à cette doute que les entrepreneurs ont. Mais je dirais que ça, c'est pour répondre à votre réponse, on a dans les dernières 7 ans déjà donné d'appui avec l'Erasmus Plus à presque 200 000 apprentis en Europe. Et on a la possibilité de donner beaucoup de plus dans le programme qui vient, qui a commencé cette année-ci, mais on doit travailler. Là, je crois que votre organisation, M. Arthuis, a un grand rôle dans cette motivation des écoles professionnelles en Europe, pas seulement en France, et les entreprises pour postuler plus de projets de mobilité des apprentis, parce qu'on a les ressources financières, mais après on n'a pas la demande des écoles et des entreprises, on va avoir les ressources qui ne sont pas utilisées. Alors, à niveau européen, on a fait ce qu'on peut avec le programme Erasmus. On a
maintenant même des incentives particuliers. On fait une différenciation entre la mobilité courte durée et la mobilité longue durée. On a des appuis spécifiques, par exemple, pour apprendre les langues. On a des incentives financiers supplémentaires pour les aspects d'organisation, parce qu'on sait que c'est plus difficile d'organiser une expérience de mobilité des apprentis qu'un élève, l'enseignement professionnel normal. Alors, on a mis tous les cadres financiers là pour motiver et pour donner des appuis supplémentaires quand on parle des mobilités de longue durée et pour les apprentis. Mais il faut aussi que maintenant, il y a aussi une demande, parce que si on n'a pas la demande, bien sûr, on va utiliser ces ressources financières pour autre type de mobilité s'il n'y a pas la demande. Alors là, je crois que le travail que vous êtes en train de faire peut être très utile dans le sens d'appeler à les entreprises pour comprendre l'avantage qu'il existe pour l'élève et pour l'économie européenne en général, parce que si on a des élèves, des jeunes plus compétentes, avec plus de connaissances linguistiques, avec une mentalité plus ouverte pour comprendre le monde au-delà de son propre région, c'est un bénéfice pour tous en Europe, pour les entreprises, pour les jeunes eux-mêmes, pour la société en général. On a des gens qui sont plus préparés pour contribuer pour l'économie et le développement socio-économique de notre Europe. Alors, je ne sais pas si vous avez, je crois que j'ai dit les choses principales que je voudrais vous dire, mais s'il y a des demandes spécifiques, je suis ici à votre disposition. Oui, peut-être que vous pouvez nous présenter les objectifs et le contenu un peu de ces centres d'excellence professionnelle. Oui, bien sûr, oui. Il y a des CFA qui nous écoutent. En effet, c'est ça la demande, mais oui, j'ai oublié de répondre à la demande principale. Un large éventail de tout ce que vous bien mettez sûr, en place. oui. Alors, vous vous rappelez que j'ai dit qu'un des grands problèmes pour la mobilité, c'est le fait que les centres de formation professionnelle et les entreprises en Europe ne connaissent pas parfois même son propre système de formation professionnelle. Alors, vous pouvez imaginer comment est-ce qu'il peut connaître le système professionnel d'un autre pays. Alors, il y a méfiance, si vous voulez, parce qu'ils n'ont pas, en anglais, on dit le mutual trust, pour engager dans la mobilité. Alors, on doit trouver des initiatives pour augmenter cette connaissance mutuelle, pour augmenter les partenariats qui existent au dehors d'une région. Alors, on a, avec le soutien de l'Erasmus+, créé une initiative qu'on appelle Centers of Vocational Excellence, les centres d'excellence professionnelle, qui a le but surtout de créer des partenariats à niveau local, les partenariats entre les centres de formation professionnelle, le service public d'emploi, les autorités régionales, les entreprises, bien sûr, les chambres, parce que comme ça, vous pouvez imaginer s'il y a des partenariats longue durée de tous ces gens qui comprennent que la formation professionnelle, ce n'est pas seulement un métier des écoles professionnelles. Aujourd'hui, les développements socio-économiques sont de telle vitesse que c'est impossible d'atteindre que les enseignants et les écoles professionnelles sont capables de répondre aux besoins des compétences qu'il y a en société. Alors, il faut travailler ensemble. Il faut qu'un centre de formation professionnelle puisse travailler avec une entreprise pour envoyer un enseignant de la formation professionnelle dans une entreprise pour voir comment est-ce que les gens que je suis en train de former vont utiliser ces compétences dans un contexte réel. Et ça, on fait seulement si on a des partenariats soutenables de longue durée. Alors, avec cette initiative, qu'est-ce qu'on veut? La première chose, c'est d'aider avec un soutien financier très important de la Commission. Chaque projet reçoit jusqu'à 4 millions d'euros, le projet. Et alors, la première niveau, c'est trouver ces partenariats à niveau local pour que la formation professionnelle peut être un partenaire proactif pour la création de ce système, écosystème de compétences locales qui répondent aux besoins locaux. Parce que les besoins à Bordeaux sont différents que les besoins à Paris ou une autre localité en France. Ça, c'est le premier niveau, les partenaires locaux. Et après, parce que si on regarde seulement
sur nous-mêmes, on perd une vision stratégique du monde, on perd une vision qu'est-ce que se passe en Allemagne, qu'est-ce que se passe en Italie, ou en Chine, ou en Australie. Alors, avec cette initiative, on veut ces deux niveaux. Première chose, travailler à niveau local, parce que les besoins sont locaux, mais vous enrichissez cette expérience locale avec des partenariats qu'on fait avec des autres pays. Pour vous donner un exemple, en Espagne, au Pays Basque, ils sont très très bons pour tout ce que regarde la formation professionnelle à niveau d'innovation, de applied research. Je ne sais pas comment est-ce qu'on dit ça en français, mais c'est la recherche appliquée pour des problèmes concrets opérationnels des entreprises. C'est un niveau d'innovation, parfois on oublie. On pense seulement à l'innovation au niveau des grandes recherches, universités avec un grand budget, mais en effet, la plupart des innovations ne viennent pas de ce type de grande recherche. C'est l'innovation quand il y a un employé qui est dans un poste de travail, qui voit que quelque chose ne fonctionne pas bien, qu'il réfléchit, il a la capacité critique de répondre à ce problème immédiat. Et ça, c'est la formation professionnelle qui peut équiper les jeunes avec ce type de mentalité. Mais je dis, le Pays Basque, ils sont très très bons à faire ce type de choses. Ils sont très très bons aussi à aider tous les élèves qui veulent créer son propre travail. Ils n'attendent pas que le gouvernement ou quelqu'un le va trouver un travail. Alors ils sont en train d'investir sur les compétences d'entrepreneuriat, entrepreneurship skills, et pas seulement ça, mais après ils créent des incubators. Par exemple, aide les gens quand ils ont, parce que d'abord, le système de formation professionnelle donne cette compétence de entrepreneurial skills, et après, ils donnent aussi les outils pour aider les gens à mettre en œuvre une idée qu'il a d'entreprise et le mettre sur le marché. Ils ont fait ça presque à 1000, ils ont créé presque 1000 petites entreprises. On parle d'une petite région en Espagne, le Pays Basque. Hein. Les 7 dernières années, ils ont fait ça. Alors, les choses que je veux dire, et pour retourner à mon idée principale, c'est que on essaye de faire ces partenaires à niveau local, que avec les networks, les réseaux qu'on est en train de faire à niveau européen, ces 100 réseaux qu'on va créer dans les prochaines années, ils puissent apprendre et partager des expériences qu'ils ont. Les bonnes choses que vous faites en France peuvent être partagées avec les Basques, les bonnes choses que les Basques font peuvent être partagées avec vous. Et vous pouvez voir que si on a 100 réseaux de ce type, que portent des milliers des entreprises, des écoles professionnelles en Europe. Ils travaillent sur ça pour la modernisation de la formation professionnelle, mais aussi, vous pouvez comprendre qu'après 4 années de travailler ensemble, les enseignants, les entreprises, les centres de formation professionnelle, les autorités locales, on a ici un écosystème idéal pour la mobilité des apprentis. Absolument. Pourquoi? Parce que les différents systèmes, les différents pays européens travaillent ensemble pour, par exemple, des qualifications communes, avec des partis communs. Alors, on ne dit pas qu'on doit avoir en Europe toutes les qualifications qui sont exactement les mêmes dans chaque pays, parce que les réalités sont différentes. Mais si on peut, par exemple, dans une qualification de 3 ans, avoir une partie, même 20%, qui est commun en Espagne, en France, en Allemagne, parce que, par exemple, pour être un mécanique, OK, il y a des différences, mais il y a un parti qui c'est commun. Alors, si on travaille ensemble pour cette partie commune, la mobilité sera beaucoup plus facile. La reconnaissance du valeur de la mobilité sera beaucoup plus facile parce qu'une école professionnelle en France qui a travaillé avec une école en Allemagne et une autre en Italie, ils ont construit une qualification que ce n'est pas la même, mais il y a un parti commun. Sera très facile pour envoyer un élève de France en Allemagne parce qu'on connaît qu'est-ce que c'est fait en Allemagne, on connaît la chose qui est faite au Portugal et on peut donner le crédit pour cette partie de la formation qui est faite dans un autre pays parce qu'on l'a créé ensemble avec ces écoles. Et c'est ça un peu que le centre de formation professionnelle, les initiatives de centres d'excellence veulent faire, c'est créer les partenariats et les réseaux européens à niveau européen que se connaissent bien, qui travaillent sur les problèmes en commun, et ça peut être les conditions parfaites pour stimuler la mobilité
en particulier la mobilité des apprentis. Et pour passer de cette chose que M. Arcueil est toujours en train de dire, qu'il n'accepte pas que la mobilité des apprentis est seulement de 2 semaines, il a raison, mais il faut créer des conditions pour que les entreprises, les familles, les élèves comprennent d'abord le valeur de la mobilité et après ils sachent que l'expérience de mobilité va être reconnue, va être valorisée quand ils retournent dans son pays d'origine. C'est un très beau projet. En train de faire. C'est un très beau projet et il faut qu'on assure ensemble sa promotion. Mais c'est sûr, vous avez raison de souligner qu'il crée les conditions les plus favorables à la mobilité longue des apprentis. Oui, c'est vrai que c'est, comme vous disiez, Joao, c'est véritablement un écosystème de l'ouverture internationale. C'est-à-dire que c'est pas seulement sur notre domaine des apprentis, c'est un échange de pratiques aussi pour les équipes, les accompagnateurs, dans la recherche, l'innovation, le développement, c'est très important. Et je me tournerai vers Aurélia. Ça a dû vous parler, parce que je sais qu'au sein de WorldSkills, il y a aussi, au-delà de la compétition des jeunes, beaucoup de partenariats qui se créent pour les échanges de pratiques aussi. Une réaction peut-être à cette initiative? Alors, j'en ai plusieurs. Aurélie, est-ce que tu me permets seulement de dire une chose, parce que j'avais l'idée de le dire, mais j'ai oublié. Une des grandes nouveautés de ce nouveau programme de Erasmus, c'est que pour la première fois, on va donner des aides aux élèves qui vont dans des skills competitions partout en Europe. Avant, ce n'était pas possible. Maintenant, par exemple, si vous voulez en France aller participer à Euroskills ou World Skills, même en Shanghai ou n'importe où, ou une compétition, Skills Competition en Espagne ou en Finlande, vous faites un accord avec eux, ça peut être payé par Erasmus+, pas seulement l'élève, mais aussi l'expert qui va avec l'élève, parce que je sais que dans cette Skills Competition, il y a toujours un expert qui va avec eux. Alors ça, c'est pour la première fois éligible avec Erasmus+. Voilà une transition pour Aurélie. Magnifique, magnifique, une superbe passe. Merci beaucoup Joao. Effectivement, WorldSkills France, on a d'ailleurs déposé cette année un projet Erasmus au titre des compétitions de métiers pour la compétition européenne Euroskills, à laquelle Vlad participera. Mais voilà, et puis c'est vraiment dans cette dynamique d'ouverture pour habiliter vraiment nos jeunes, nos formateurs, mais on a aussi inclus d'autres personnes, parce qu'autour de ça, il y a aussi des personnels administratifs, des formateurs linguistiques, des chargés de projet, pour vraiment démythifier, en fait, ouvrir, amener plus de gens à l'international pour qu'ils voient, et aussi pour fédérer. Je pense que ça aussi, c'est très important. On parlait de ces différentes entités, le monde de l'entreprise, les centres de formation, les jeunes, toutes ces derrière, on dit toujours derrière chaque jeune et chaque formateur, on voit 2 personnes, mais derrière, il y a tout un réseau, et c'est toute cette chaîne des métiers en quelque sorte. Si on arrive à la reconnecter, et ben c'est là qu'on réussit. Donc forcément, le nouveau programme Erasmus nous parle énormément. On est aussi en train de mener un programme d'échange de bonnes pratiques avec la Belgique et la Roumanie pour amener les compétitions de métiers en Roumanie. Pour nous, côté français, côté belge aussi, apprendre. On a toujours quelque chose à apprendre. On parlait tout à l'heure de l'ouverture sur l'international. C'est un incroyable marqueur pour savoir où on se trouve. Pour faire du benchmarking, comme dit, si on reste sur soi dans l'entre-soi, à un moment donné, on va stagner, on ne va pas savoir où on en est. Et puis, toutes ces initiatives-là sont extrêmement, d'autant plus importantes, j'ai envie de dire, pour le prochain cycle, parce que la France, je ne sais pas si vous savez, mais en 2024 à Lyon, on va accueillir la compétition mondiale des métiers. Et là, je pense qu'il y a vraiment une superbe opportunité pour que les métiers en Europe et les compétences européennes de la formation professionnelle brillent et s'imposent dans le monde. Parce qu'on l'a dit aussi, on l'a entendu plus tôt dans cette conversation, la concurrence est rude. On n'a pas les mêmes savoirs, on n'a pas les mêmes technologies. Comment est-ce qu'on fait un effort collectif pour relever ce défi? Et moi, vraiment, s'il y a une question que j'aimerais, si j'ai envie de la mettre un petit peu sur la table, c'est comment est-ce qu'on pourrait mettre j'ai envie de dire, un super centre d'excellence pour justement connecter tous ces écosystèmes. Nous, notre écosystème, la confiance, on l'a. Ça fait un moment qu'elle est connectée, mais il nous manque le palier, la connexion avec ces autres écosystèmes via les centres d'excellence qui sont déjà là.
et aussi les nouveaux écosystèmes, ceux qui sont en train de se créer pour aussi relever tous ces défis dont on a parlé. Voilà, donc ça c'est une question et vraiment je pense que 2024, il y a une opportunité fabuleuse et pour avoir encore plus d'impact, pour toucher encore plus de gens, pour reconnecter et pour surtout suivre la marche du monde. Voilà. Mais ces Olympiades des métiers, ce sont des confrontations qui permettent de voir où on en est par rapport aux apprentis du monde entier. Absolument, absolument. Et c'est un challenge qu'il faut relever. C'est aussi l'occasion de voir si on est à la hauteur, parce que la compétitivité de l'économie européenne dépend de la capacité et de la volonté des Européens à former des talents. Et former des talents par le métier. En partant des besoins, absolument. Bien, eh bien ça, je pense que l'opinion publique et les médias devraient nous aider à faire mieux connaître ces confrontations où les ateliers remplacent les stades. Oui, mais vous savez, il y a des choses que vous, je ne sais pas Alice, est-ce que vous me permettez d'intervenir vite? Bien sûr, bien sûr. Seulement pour dire que je suis très content que la France va organiser le Euroskills en 2024. En effet, je me rappelle une fois que M. Arthuis était au Parlement, il a appelé plusieurs services de la Commission pour aider la France dans cette candidature. Alors, on a eu une réunion que, je ne sais pas si vous vous rappelez, M. Arthuis, que vous appelez DG Emploi, DG EAC avec le Euroskills France, où il a fait la présentation de votre candidature et après, au Conseil, la semaine après, j'ai organisé une petite réunion où on a demandé à tous les autres pays de l'Europe pour aider la France aussi. Mais ok, ça c'est un détail. Mais les skills competitions, je trouve, sont très, très importants. Et il y a un signal d'alarme pour nous comme Européens parce que vous savez bien que le World Skills était créé en Europe. Je crois que c'était un partenariat espagnol-portugais il y a plus de 50 ans. Et au début, bien sûr, l'Europe était dans les mieux parce que les Euroskills ou World Skills, c'est une espèce de Jeux olympiques des compétences. Et au début, l'Europe a dominé complète avec la plupart des médailles d'or, d'argent et tout ça. Et aujourd'hui, la réalité, c'est complètement différent. C'est tout dominé par les pays asiatiques, la Chine, la Corée, un enseignement important. Et même les pays européens comme l'Allemagne, qui est très fière de son système de formation professionnelle, c'est, je dirais, un désastre par rapport à qu'il était le passé. Alors, le World Skills nous sert à nous aussi comme reality check pour dire aux Européens, on doit faire quelque chose, on ne peut pas continuer comme ça. C'est impossible de penser que si on ne forme pas les gens avec les compétences du futur, on peut avoir un futur avec une Europe compétitive, une Europe où on peut avoir le plaisir d'avoir la qualité de vie qu'on a comme on a maintenant. Alors, le World Skills, c'est un peu un thermomètre pour voir comment est-ce qu'on est avec notre système de formation professionnelle. Et je crois qu'on a un wake-up call, que je dirais, qu'on doit faire quelque chose de très différent de ça qu'on a été en train de faire les 2 dernières années. Et vraiment, le temps de l'action est venu, puisque dans 3 ans, voilà, on a l'occasion de défendre depuis l'Europe ses compétences sur un terrain européen face à un parterre mondial, absolument. Peut-être que ça fait une toute transition pour Vlad, qui est du coup un compétiteur qui a participé il est dans les starting blocks. À Kazan en 2019, je crois, et qui se prépare donc pour les Euroskills à Grasse. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, Vlad, de ton expérience déjà à Kazan? Du coup, à Kazan, personnellement, c'est une expérience hyper enrichissante, que ce soit humainement ou techniquement par rapport au métier. C'est quelque chose que je souhaite à tous les apprentis. C'est vraiment quelque chose d'énorme et puis il faut vraiment le vivre pour vraiment avoir les sensations et puis c'est quelque chose, en vrai, il n'y a même pas de mots vraiment pour décrire. C'est unique. Et pour le vivre, il faut le mériter. Oui, et pour ça, pour le mériter un peu, il y a
il y a de l'entraînement, il y a des choix à faire, que ça soit par rapport au métier, puis la vie au quotidien, mais finalement, ça paye. Et Tout- Vlad, Là, c'est beaucoup tout- dans... Oui, Aurélia, je vous en prie. Vlad, qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans une compétition mondiale par rapport justement, parce que tu t'es préparé, tu t'es entraîné techniquement, psychologiquement, mentalement, physiquement. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris une fois que tu étais à ton poste de travail en compétition avec par rapport aux concurrents? Ce qui m'a surpris, c'est en fait tout peut arriver en fait. Il y a rien qui est décrit à 100%. Faut toujours s'adapter. Faut être faut être capable de rebondir à chaque instant. Non, et justement, je pense que le fait de pouvoir partir à l'étranger, de réaliser des entraînements. Moi, personnellement, j'ai eu l'occasion de, euh, de réaliser nationaux, les Worlds Belgique en 2019. Et du coup, en fait, ça nous permet d'être en situation de compétition et de travailler avec une pression qui pourrait être similaire à la compétition internationale. Et du coup, ça nous permet déjà de mieux canaliser son stress, d'être préparé en fait au jour J pour la compète. Et est-ce Et que tu as humainement trouvé aussi. pardon? Oui, oui, Est-ce que, allez-y, Jean. est-ce que tu as trouvé chez tes compétiteurs des façons de faire, des pratiques qui t'ont étonné et qui t'ont inspiré? Ah oui, tout à fait. Même que ça soit d'un pays à un autre, ça varie vachement. Même nous, d'une région à une autre en France, ça varie aussi. C'est euh, c'est euh, c'est vraiment utile, oui, parce que du coup, Est-ce que tu as appris il y des a des- choses? Est-ce que tu as découvert des pratiques que tu t'es appropriées et que tu mets en valeur maintenant? oui, tout à fait, oui. Il y a des choses qu'en fait, des fois, on va pas forcément penser, puis du coup, en l'ayant vu une fois ou chez quelqu'un d'autre qui réalise justement, on se dit, ah oui, en fait, ça pourrait être du plus. De toute façon, il y a des choses à prendre et puis il y a des choses à laisser aussi. Mais ouais, c'est très utile. Personnellement, pour mes entraînements, il y a des choses justement que je mets en place tous les jours pour justement pour gagner du temps, pour mieux m'adapter, pour essayer d'être le plus performant possible en fait le jour J. L'adaptabilité, justement, c'est quelque chose qui doit être très fort parce qu'à la fois, tu es confronté à d'autres concurrents, mais aussi qui viennent d'autres pays. Donc, j'imagine que ton adaptation aujourd'hui, humainement, même ton caractère, a dû beaucoup évoluer durant toute cette préparation et pour la compétition. Tout à fait. De base, quand j'ai commencé, déjà, premièrement, quand je m'étais lancé dans le métier de carreleur, quoi, ça m'était venu de base sur un coup de tête parce que du coup, je suis quelqu'un de manuel et puis du coup, je voulais faire un métier manuel et qui pourrait me servir pour la suite. Et du coup, au début, ouais, j'étais vraiment très timide. J'étais quelqu'un à rester en retrait, puis à analyser plus, et puis du coup, après, à donner mes idées. Mais ouais, ça m'a permis d'avoir une maturité en plus et d'avoir une autre vision, en fait, que ce soit des autres pays, et puis même des compétiteurs ou de la population, en fait, par rapport aux idées que nous, on a pu recevoir dans le passé, par rapport aux voisins ou des amis qui ont des a priori. Et puis en fait, c'est pas du tout le cas en fait. Les personnes sont très avenantes, sont très ouvertes d'esprit, toujours à aider. Puis justement, au WorldSkills 15 ans, ça m'a surpris la bienveillance des gens. Les personnes, on les connaît pas, et puis tout d'un coup, ben, ils viennent nous parler, et puis du coup, on discute de tout et de rien. Des fois, c'est un peu difficile avec la barrière de la langue, mais en fait, seulement un regard, un sourire, et puis des gestes, en fait, Justement, on sait. j'imagine que même si vous ne parliez pas forcément
en anglais tous ensemble, tu as dû faire des progrès en anglais avec toute cette préparation et cette compétition. Tout à fait, oui, parce que de toute façon, on est obligé de s'adapter, puis justement de progresser dans l'anglais. Parce que sinon, si on n'avance pas dans l'anglais ou dans les autres langues, que ce soit l'espagnol ou l'allemand, par exemple, ouais, ça peut être un frein. Et quelqu'un qui essaye toujours, vise l'excellence et veut être le plus performant dans son domaine, faut passer par là. Et puis c'est vraiment quelque chose qui se fait tout naturellement en fait. Faut pratiquer, puis faut surtout pas se prendre la tête, ça vient tout seul en fait. Oui, ça c'est un élément important parce que c'est vrai que ça fait partie aussi des freins psychologiques pour lesquels les apprentis ont parfois peur de partir, ils se disent mais je parle pas anglais. Mais donc Vlad qui nous confirme que toi non plus et finalement ça vient, il faut juste se lancer et ça vient tout seul après. Alors Soline, elle n'a pas de problème parce qu'elle est partie en Angleterre. Soline, quel était ton niveau d'anglais toi à ton arrivée en Angleterre? Moi, c'était sorti de lycée, donc niveau B1 ou B2, mais pendant 3 ans, j'ai pas du tout parlé, donc j'ai beaucoup perdu, donc il fallait revenir sur des bonnes bases. Mais donc tu confirmes aussi qu'il faut se lancer, quoi. Il y a pas faut pas se mettre de frein par rapport à la langue. Est-ce qu'on peut demander à Soline et à Vlad, au fond, cette mobilité, cette confrontation, cette rencontre avec d'autres pratiques, d'autres expériences, à titre personnel, ça vous a apporté quoi? Plus de confiance, plus d'autonomie, plus d'aisance? Est-ce que ça vous a transformé? Alors, pour ma part, en tout cas, moi, oui, au niveau de l'ouverture d'esprit, de ma vision des choses, de ma vision du travail aussi. D'une année aussi un peu différente des années chez les compagnons, parce que chez les compagnons, on est tout le temps avec beaucoup de monde et tout le temps sollicité pour beaucoup de choses. Là, c'est aussi sortir de sa zone de confort, se retrouver seul et se dire qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on veut et pourquoi on est là. Et justement, c'est une bonne remise en question, je trouve, de se retrouver seul dans un pays étranger, enfin pour ma part seul, dans un pays étranger et de voir un peu l'avenir, qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on aime. Enfin là, en tout cas, moi, j'ai découvert une opportunité et je me suis dit, c'est ça que je veux faire et je préfère travailler dans des petites entreprises qui recyclent des matériaux qui sont vachement plus sur l'environnement, sur les techniques nouvelles de maroquinerie plutôt que des grosses marques ou du luxe ou de la grosse production. Et ça, je ne savais pas trop avant de partir tout ça. Et c'est vrai que ça m'a ouvert l'esprit, entre autres sur ça, mais sur beaucoup de choses. Je rejoins pareil, Soline, c'est exactement ça en fait. Déjà oui, on gagne de l'assurance en soi. Moi justement, qui était quelqu'un de très timide, en espace de 2-3 ans, c'est plus du tout le même caractère, la même personne. C'est une personne déjà plus mature, avec une autre vision du monde du travail. Et que ça soit des techniques, en fait, des besoins, que ce soit d'un pays à un autre, ça va réussir. Mais je crois que ça t'a donné aussi envie de faire des projets internationaux parce que on avait eu un entretien ensemble, Vlad, et tu me racontais que tu faisais partie d'un projet en Afrique justement pour WorldSkills aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en toucher un petit mot? Oui, exactement. Actuellement, je suis chef expert adjoint en fait pour le projet WorldSkills Africa. On est plusieurs pays en partenariat en fait et en collaboration en fait pour essayer d'élever le niveau africain pour qu'eux aussi ils puissent se présenter au prochain WorldSkills mondial. D'accord. Et donc à cette occasion, tu travailles avec d'autres pays. J'imagine qu'il n'y a pas que la France qui participe C'est ça, à ce projet. Exactement. Actuellement, je suis en collaboration avec Paul, l'expert anglais. Il y a aussi l'expert finlandais. Et du coup, il y a l'expert brésilien qui travaille sur le test projet. Du coup, actuellement, on est 4
4 collaborateurs qui essayons de pousser puis de faire élever le niveau africain pour... Vous faites souvent, Aurélia, ce type de projet de collaboration internationale finalement pour mettre les pratiques en échange? Oui, parce que bon, toutes ces valeurs justement d'ouverture et de transmission, elles ont toujours été là hein, chez WorldSkills depuis la genèse vraiment du mouvement. C'est vrai que ce projet WorldSkills Africa dans lequel Vlad est impliqué, c'est nouveau. Ce que Vlad a oublié de dire aussi, c'est qu'en face, il y a une équipe qui organise des compétitions en Namibie. Donc, il y a une équipe namibienne, puisque c'est là-bas que la compétition aura lieu en mars l'année prochaine. Et puis, en face, il y a à peu près une quinzaine de formateurs, d'experts africains vraiment de toutes les régions d'Afrique qu'il faut amener à travailler avec les outils, les référentiels qu'il faut préparer. Et c'est vraiment un projet fascinant et on espère que oui, on en fera d'autres. Mais ouais, c'est tout à fait représentatif entre les projets Erasmus, ces projets un petit peu de coopération. Ouais, ça illustre bien comment on passe. On a beaucoup là, par exemple, parlé des langues, de la maîtrise des langues, mais on a aussi conscience que le langage des métiers en soi et des compétences, c'est un langage en soi et que quelque part, il n'y a pas besoin de barrières. C'est vrai qu'on s'en fait toutes des montagnes. Si on n'est jamais parti à l'étranger, on a plein d'inquiétudes, de questions. Et très vite, nous, on se rend compte que, comme ce que Vlad disait, en fait, voilà, autour des métiers, ça rassemble, les compétences, ça rassemble. Donc, c'est vraiment un message puissant et c'est un vrai incitateur, je pense, pour la jeunesse. Et on le voit, encore une fois, Vlad, il signe à plein de projets. Il est dans plein de choses et c'est vraiment, il a un parcours vraiment admirable. Et pour nous, c'est très important d'avoir des ambassadeurs comme Vlad. On dit toujours, hein, quand les jeunes parlent aux jeunes, on est capable d'avoir un impact beaucoup plus fort. Et donc, voilà, c'est notre plus puissant argument, en fait. Voilà. Donc, plus on aura de jeunes qui vont se former à l'étranger et qui par la suite continuent encore de faire des mobilités, de s'impliquer dans ces projets et qui prolongent cette démarche d'ouverture, et voilà, ça va inciter toujours plus de monde. L'effet boule de neige positif. Merci Aurélia. Il nous reste peu de temps, Joao, mais je pense que ce serait intéressant que vous nous expliquiez justement les entreprises ou les CFA qui nous suivent, s'ils veulent participer à ce projet de centre d'excellence professionnelle. Quelle est la démarche s'ils veulent justement eux aussi se rassembler? Alors, d'abord, il faut lire le Call for Proposal, le Program Guide. Je peux vous envoyer après le link pour ça. Et il faut trouver des partenaires parce qu'on oblige pour avoir une dimension européenne dans cette initiative qu'on a au moins 4 pays, alors des écoles professionnelles et des entreprises ou des chambres au moins 4 pays européens et au moins avec 8 partenaires. Alors, parce qu'on ne veut pas que ça soit des ressources européennes qui sont données à un pays seulement pour travailler toute seule. On veut cette dimension européenne et pour ça, on a cette obligation d'avoir au moins 4 pays. Parce que même quand on parle de mobilité, on ne parle pas de la mobilité dans la France, on parle de la France avec un autre pays. Alors, il faut qu'on travaille ensemble. C'est ça la valeur ajoutée, je dirais, l'Union européenne. Mais c'est un peu difficile ici dans le temps qu'on a pour expliquer tout. On a organisé déjà une online information session le 30 avril. C'est tout sur Internet. Je peux vous envoyer le link oui, où on a donné plus d'informations à ce sujet. On a eu presque 2000 personnes participer à cet événement. Je crois que c'est un des plus grands événements qu'on n'a jamais organisé online pour la formation professionnelle. Et aussi, ça démontre l'intérêt qu'il y a parce qu'on a eu pas seulement des entreprises et des centres de formation européennes, mais de 40 pays dans tout le monde, inclut le Canada, les États-Unis, le Népal, Kenya, partout dans le monde, que montre, et je crois que ça c'est aussi très bon pour nous parce que vous savez qu'une des nouveautés du programme Erasmus+, c'est que pour la première fois, on va avoir la possibilité d'envoyer des apprentis et les élèves de la formation professionnelle pas seulement d'un pays européen, mais dans n'importe où dans le monde. S'il y a une entreprise française ou un centre de formation professionnelle française qui pense que pour eux, c'est très important de connaître mieux le marché canadien, d'avoir une coopération avec un community center au Canada,
pour la première fois, on peut envoyer dans le contexte de la formation professionnelle aux apprentis un élève n'importe où dans le monde. Avant, c'était possible pour les élèves d'enseignement supérieur, ce n'était pas possible pour la formation professionnelle et je crois que c'est tout un petit conquête qu'on fait pour faire que ça, on puisse avoir parité entre les bénéfices qui sont accordés aux élèves de l'enseignement professionnel et ceux de l'enseignement supérieur. Et aussi, une fois, ce n'est pas publicité gratuite, mais c'est vraiment reconnaissance parce que M. Jean Arthuis, pendant qu'il était au Parlement européen, il était vraiment un avocat pour la formation professionnelle. Il a fait un travail extraordinaire dans ce sens. Et je crois qu'il a contribué beaucoup pour qu'aujourd'hui, on a le succès qu'on a avec l'Erasmus Plus et la formation professionnelle, que je crois qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas exactement tous les bénéfices qu'on a, mais je crois que c'était avec des actions comme a fait M. Jean Arthuis pendant le temps qu'il était parlementaire européen, que poussant la Commission, poussant tout le monde, les autres parlementaires, parce qu'ils ont fait même, je me rappelle bien d'une lettre au président de la Commission à un certain moment, demandant beaucoup plus d'appui pour la mobilité des apprentis. Une lettre que vous avez signée, je crois qu'avec 14 ou 15 autres parlementaires à ce moment-là, mais tous des parlementaires de poids dans le sens poids politique. Tous les parlementaires ont du poids. Oui, je sais, mais il y a des gens avec plus poids que des autres, c'est ça que je veux dire. Et en effet, c'est ce type d'action qui nous a facilité la vie pendant la négociation qu'on a fait maintenant pour avoir un budget pour la formation professionnelle avec tous ces bénéfices que je viens de dire, la possibilité d'envoyer un apprenti n'importe où dans le monde et des nouveaux incentives qu'on a pour la mobilité de longue durée. C'est toutes des petites choses qu'on a réussi à faire parce qu'il y a un appui politique très lourd, très important, je dirais, au Parlement. Alors, c'est ça que je voudrais vous dire. C'est vrai que le temps file. Jean Arthuis, peut-être que je peux vous laisser conclure ces échanges. Alors d'abord, moi, je voudrais remercier nos 4 invités dont le discours est extrêmement mobilisateur et entraînant. Je voudrais dire aux 2 jeunes, à Soline et à Vlad, qu'il faut qu'on en fasse des ambassadeurs. Parce qu'il n'y a rien de plus convaincant que le témoignage de jeunes qui ont participé à une mobilité et qu'ils nous font le narratif de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils y ont trouvé de positif et au fond de la plus-value pour leur épanouissement personnel, leur capacité professionnelle, peut-être aussi la vision qu'ils ont du monde et de l'avenir. Ils ont moins peur de l'avenir, comprennent mieux le monde dans lequel on est et l'Europe. Et c'est une véritable transformation. Donc, on a besoin d'eux pour donner envie aux autres jeunes d'aller vers la formation professionnelle et l'ouverture internationale. Je voudrais saluer ce qui s'accomplit avec WorldSkills et je sais la préparation de l'événement de 2024. Mais quand on compare les capacités d'un apprenti soudeur français avec un apprenti soudeur sud-coréen, on se demande si les chaudières de Flamanville bénéficient des meilleures prestations professionnelles. Et donc, se confronter avec les apprentis d'Extrême-Orient, c'est aussi de voir que peut-être on s'est laissé distancer et qu'il y a des efforts à faire pour aller vers la compétitivité, le professionnalisme et l'excellence, parce que c'est notre civilisation qui est derrière ça. Et puis, je voudrais remercier João Santos pour le discours très entraînant qu'il a tenu aujourd'hui. Et ces centres d'excellence, je suis allé à Haarlem, aux Pays-Bas.
pendant que j'étais député européen. Et j'avais été très impressionné de voir l'osmose qui existait entre l'université de formation professionnelle et le monde économique du territoire. Les professeurs vont dans les entreprises, participent à la réalisation de projets dans les nouvelles technologies, et forcément les jeunes qui sont en formation s'approprient les technologies les plus avancées. Et si on veut que la mobilité fonctionne, il faut aussi que ce que nous réalisons chez nous, ici en France, soit au meilleur niveau pour que des jeunes venant d'autres pays viennent vers nous parce qu'ils auront la conviction qu'ils apprendront quelque chose qui peut-être leur aurait échappé dans leur propre pays. Donc, ce benchmark permanent est une nécessité absolue. Je crois qu'on a tous les instruments pour délivrer à la jeunesse un discours positif, un discours de confiance. Et en ouvrant la séance, notre animatrice, Alice, nous disait que nous avions rendez-vous les 16 et 17 septembre pour les États généraux de la mobilité des apprentis. Eh bien, j'espère que vous serez parmi les présents, car d'ores et déjà, je vous invite à cette manifestation qui bénéficiera du haut patronage du président de la République. Mais EuroApp Mobility, ce n'est pas seulement EuroApp Mobility France, qui est installé au Conservatoire des Arts et Métiers, avec comme partenaires et fondateurs les Compagnons du Devoir et des Tours de France, et puis les chambres de commerce, les chambres de métiers, le Global Apprentice Network France, et de nombreuses autres fédérations professionnelles. Nous avons également ouvert une association internationale sans but lucratif à Bruxelles pour que nous ayons parmi nos administrateurs des représentants de différents pays de l'Union européenne et de provoquer ce mouvement qui, j'en suis convaincu, va se développer, mais ça n'est pas simple parce que, comme l'a souligné João Santos, la formation professionnelle et l'apprentissage, ce n'est pas seulement un contrat de formation, c'est aussi un contrat de travail. Et 27 pays dans l'Union européenne, c'est 27 législations différentes. La Commission fait de louables efforts, mais elle n'a pas de compétences en ces domaines. Donc, c'est par la communication, c'est par les incitations, c'est par le programme Erasmus+, qui comporte le volet WorldSkills, maintenant pour accompagner les meilleurs apprentis qui vont préparer les compétitions. Mais c'est aussi les fonds de politique de cohésion, c'est-à-dire le Fonds de développement régional et le Fonds social européen, qui peuvent être utilisés pour la formation professionnelle. Et puis c'est peut-être aussi le Recovery and Resilience Plan, parce que la formation professionnelle, c'est un investissement d'avenir, et sans doute l'un des plus importants investissements d'avenir qu'on ait à mettre en œuvre. Merci infiniment pour votre participation, votre enthousiasme, la clarté de vos propos et votre capacité à entraîner vers ce qu'on peut faire de mieux pour préparer l'avenir. À bientôt. Et certainement au 16 et 17 à Paris, au CNAM, pour les États généraux de la mobilité des apprentis. Merci Jean-Arthus. Donc on a un peu dépassé aujourd'hui le temps, mais on avait beaucoup de choses à se dire et à raconter. Ça le méritait amplement. Vous retrouvez cette émission en replay dès demain, donc sur YouTube et sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous écrire. On vous enverra également, on les publiera tous les liens des différentes initiatives qu'on a présentées aujourd'hui. On vous publiera tout ça. Et on vous donne rendez-vous donc en septembre, Jean vous l'a rappelé, pour les États généraux de la mobilité des apprentis. Et d'ici là, on vous souhaite un très bel été. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci à tous.